Bonjour Véronique et bonjour Véronique. On fait une petite suite au premier débat. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la question de l'ordre. On va continuer. Je vous lance des idées en vrac et je vais revenir dessus, mais vous en aurez peut-être d'autres qui vont émerger, donc il n'y a pas de problème. Donc ça fait 2 fois que j'entends des personnes d'un certain âge et d'un âge certain me dire qu'un ordre, ça veut dire désordre et que donc ça n'est pas possible. Je voudrais clarifier le fait qu'un ordre est censé être une interface entre les psys et les psys, entre les psys et l'État et entre les psys et le public. Notamment la question de comment on recueille et on gère des plaintes et des litiges avec des usagers. Euh, pour moi, pour ma part, j'ai tendance à me dire que ça servirait à concerner toute la profession. Ça permettrait d'éviter cette tentative finalement vaine depuis des décennies d'essayer de regrouper les psychologues. Je sors d'une interview où dans un hôpital, une psychologue et un collectif, le Collège des psys, ont réussi à faire intervenir le SNP dans une négociation. Et puis apparemment, ça a servi à quelque chose, donc c'est une très bonne chose. Mais d'une certaine manière, je suis un peu embêté par ces démarches à chaque fois un peu éparpillées. Je pense que l'ordre permettrait de concerner tout le monde une bonne fois pour toutes. Le dernier point, et puis j'en aurai d'autres, je vais vous lancer sur des sujets, ce serait que ça permettrait de s'occuper du champ de la psychologie et de la psychothérapie, et ça permettrait probablement de savoir quand est-ce que ça commence, la psychologie, la psychothérapie, et quand est-ce que ça se termine. Et juste pour vous dire, il y a quelques minutes, j'étais sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Je pense qu'on peut passer 6 mois à lire tout ce qu'il y a écrit dessus. Et c'est affligeant d'intérêt parce que tout est bien défini et j'ai envie de dire ça ressemble à une finalité de ce dont auraient peut-être besoin les psychologues français. Donc je voulais savoir qui a envie de commencer à prendre un peu la parole là-dessus. S'il y a des blancs, vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à vous dire. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu évoques de l'intervention du CNP, donc, qui parle finalement des instances représentatives actuelles de la profession, qui ont le mérite d'exister quand même. Je crois qu'il faut vraiment dire qu'il y a des gens qui se sont engagés, qui ont fait un boulot formidable, même s'il n'est pas à la hauteur de nos attentes, n'empêche qu'il y a des gens qui ont sacrément bossé, qui ont tenu les choses pendant très longtemps. C'est sûr, Et c'est je surtout, pense petite que parenthèse, c'est vraiment peut-être qu'on attend peut-être trop de choses du SNP. Peut-être que le SNP remplit sa fonction tout simplement. Oui, enfin, oui, le SNP ou même la FPP, enfin, les deux instances représentatives aujourd'hui, elles sont là et elles tiennent des choses malgré tout, hein, Ouais. même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Et je crois que c'est important de saluer ce travail-là parce que c'est un engagement pour la communauté quand même. C'est pas rien de s'engager pour la communauté. Mhm. Euh, Surtout que c'est et un puis boulot s'engager assez longtemps. ingrat. C'est un boulot assez ingrat parce qu'il y a très peu de membres, très peu d'adhérents et que la majorité du temps, sur 60 000 psys, il doit bien y avoir 5% qui sont au courant de ce qui se passe pour la profession quand même. Exactement. Donc, Exactement. Alors, peut-être aussi, la difficulté, c'est de communiquer. Et peut-être que c'est des instances qui communiquent. Peut-être, moi, je ne sais pas. Enfin, c'est une discussion que j'avais eue avec un des membres du SNP, c'est que je ne les trouvais pas très visibles. Je me disais, je ne les trouve pas très visibles parfois sur certains sujets ou pas assez vite. Alors ça, c'est aussi nos métiers qui veulent ça, c'est qu'on prend le temps, hein, de réagir et qu'on n'est pas dans une réaction immédiate. Et peut-être que parfois, sur des sujets, il faut aller un petit peu plus vite parce qu'il faut être présent. Aujourd'hui, on est dans ces sociétés où il faut être présent assez vite. mais ça, après, c'est une question des organisations. J'ai un collègue dans une autre interview qui soulevait le fait que l'Ordre des médecins n'avait pas vraiment communiqué sur l'hydroxychloroquine non plus et qu'ils n'avaient toujours pas réagi par rapport à ça. Donc, on pourrait aussi dire que l'Ordre des médecins, à ce moment-là, est finalement assez effacé. Donc, cette histoire de réactivité, elle est importante, mais ça concerne le SNP, qui n'est pas un ordre non plus et qui est sur une autre question. Tu vois? Et puis Les deux ne surtout, sont je pas crois que c'est incompatibles pour moi. à nous aussi de bien saisir les différences des instances. C'est-à-dire que le SNP, c'est un syndicat. D'ailleurs, il s'appelle syndicat. Et le syndicat, c'est la défense, un syndicat professionnel, c'est la défense des intérêts de la profession. Alors qu'un ordre, c'est pas un syndicat. Ça organise la profession. Et c'est Ça obligatoire. Et c'est obligatoire, ça concerne tout le monde. Si on veut bosser, il faut en faire partie. Donc, c'est plus la même dynamique du tout.
C'est ça, et peut-être que du fait que ce soit obligatoire, la communication serait peut-être un peu plus facile, puisque moi j'imagine qu'effectivement, pour pouvoir communiquer, une fois que tu es dans un ordre, tu peux facilement avoir un répertoire ou quelque chose que le SNP n'a pas, puisque effectivement c'est un syndicat, et si tu veux les infos, il faut aller vers. Donc, Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, finalement, on communique pas que avec ses adhérents, on communique aussi sur les réseaux. Enfin, on communique avec là. les outils qui sont les outils d'aujourd'hui. Et les outils d'aujourd'hui, c'est quand même les réseaux, quels que soient les réseaux d'ailleurs. Et finalement, on s'aperçoit que les psychologues sont sur très peu de réseaux, par Mmh. exemple. Mmh. Ça aussi, c'est Je vais intéressant. te dire, après, on termine sur les réseaux sociaux. Alors, merci la modernité, mais est-ce que finalement, on ne devrait pas en arriver à se retrouver entre psychologues sur Instagram, sur Snapchat ou sur Twitter, mais plutôt d'avoir... non, mais vous vous rendez compte quand même on en arrive là. J'ai eu une interview d'un psychologue suisse qui disait qu'il y avait 400 jeunes psychologues sur un réseau social et il disait, ben, on est un petit peu embarrassé parce que finalement, ça fait plus de psychologues que tous les psychologues du travail en Suisse. Et il fait partie de la FSP, de la Fédération Suisse des Psychologues. Et donc, je me dis, bah oui, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on est obligé de se retrouver dans des coins, dans des bars virtuels, entre guillemets, pour discuter. Et que l'intérêt de l'ordre, c'est que déjà, tout le monde y est. Qu'au moins, on ait un premier chiffre, qu'on ait au moins un listing, qu'on sait où sont les gens, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'est ce que tu disais, Véronique, la- la fois précédente. C'est où est-ce qu'est notre lieu de rencontre, notre maison, elle est où? Et quand tu poses la première question, Maximilien, où quelqu'un aurait pu te dire que effectivement un ordre crée des désordres, c'est en un seul mot ou c'est en plusieurs mots? Et la psychanalyse s'invite. La psychanalyse, c'est un mythe. Non, non, c'est juste moi. Et du coup, oui, ça c'est la première chose qui m'a percuté. Là, un ordre, ça crée des ordres, donc plusieurs petits groupes pour pouvoir appartenir à un seul, ou ça fait des ordres tout court? Ça fait peut-être des ordres, mais donc voilà, je vais spoiler l'interview que je viens d'avoir. On me parle d'un professionnel qui est à temps partiel sur un hôpital de la fonction publique et à temps partiel sur un autre hôpital de la fonction publique. Et en plus, dans le même département. Il a un échelon 1 sur le premier hôpital, il a un échelon 5 sur le deuxième hôpital. Point barre. Et on ne peut rien faire avec ça, à part se prendre la tête avec un RH en imaginant que lui, il pourra changer quelque chose et peut-être le faire en plus. Donc moi, je me dis à chaque fois, on passe son temps à se retrouver tout seul. Alors cette histoire d'ordre, je me rends compte que finalement, certains veulent appeler ça un haut conseil, parce qu'ils ne veulent pas ce terme d'ordre. Je vois aussi qu'en Belgique et au Québec, ça fonctionne, où il y a même des départements de psychologie ou de psychiatrie avec un psychologue qui peut être chef. Ça ouvre toutes les questions en fait de la profession, la question de l'ordre, parce que tout est relié d'une certaine manière. On n'a jamais parlé, on n'en a pas encore parlé de cette histoire de Temphir, qui est quand même un héritage de la profession des enseignants. Hein, c'était un temps de préparation de cours et de correction des copies. On a fait le Temphir parce qu'on ne pouvait pas payer plus les gens. Et donc là, je vois que les psychologues parfois s'arrachent, se battent pour ce Temphir, qui n'est finalement qu'un vieux vestige merdeux qui vient justifier les bas salaires aussi. Donc, toutes ces questions-là, pour moi, elles concernent tous les psys d'une manière ou d'une autre. Et on ne va pas pouvoir garder les vieux vestiges pendant des décennies et des décennies. Et je me dis, et en fait, le principal problème, je pense, pour la profession et que l'ordre pourrait en partie résoudre, c'est qu'on est dans un éparpillement des membres, clairement, et on est dans une déperdition totale d'énergie, en fait. On chauffe la baraque à fond et toutes les fenêtres sont ouvertes. Et je me Et dis, d'information. personne n'a les infos, personne n'a rien. Oui, Oui, des perditions d'énergie, des perditions d'information. l'information, c'est ce qui va faire la différence d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, je me dis, je suis peut-être un peu dans une dictature, mais en Belgique, on doit voter. Et ben, moi, je me dis que si on fait partie d'un ordre des psychologues, et ben, tout le monde, obligatoirement, doit voter sur des questions qui le concernent. Et donc, on Mmh. me dit qu'on en arrive, moi, j'en arrive presque à fantasmer le fait d'obliger les psychologues à s'intéresser 30 secondes à leur profession, en cliquant sur 3 réponses ou 5 réponses à 5 questions par an et en ayant les informations qu'il peut lire ou ne pas lire. Mais finalement, cet ordre, il mettrait. En fait, je crois que c'est tellement démocratique que les gens n'en veulent pas. En fait, j'en arrive à cette. J'en arrive à cette Oui, conclusion. ou que les petits arrangements qu'on a trouvés tous chacun dans notre coin, parfois nous satisfont malgré tout.
et ils nous permettent malgré tout de fonctionner pas si mal que ça. Donc les psychologues étaient trouillards, maintenant ils sont magouilleurs. Pourquoi pas? Mais alors, Non, non, tu vas un peu vite, c'est mes excuse-moi. mots à moi. C'est Insultez-moi pas moi, ça que je pas dis. ma Ce que collègue. je dis, ce que je dis, c'est que, par exemple, moi, je ne sais pas travailler en partie, partiellement dans une institution et partiellement libérale. Ça permet aussi peut-être de s'y retrouver, voilà, d'avoir ses propres arrangements. D'abord, de ne pas subir le joug, parce que parfois, c'est aussi ça dans les institutions maintenant, c'est on subit le joug de l'institution et d'une autorité parfois même très arbitraire, à la fois sur les pratiques et à la fois sur le statut, comme tu l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, donc, c'est souffler. Et puis, c'est aussi gagner un petit peu mieux sa vie aussi. Voilà, et qu'à un moment donné, on trouve ces arrangements. Et quand on a trouvé un peu ces arrangements, ben, comme pour tout à chacun, et ce n'est pas que les psychologues, et ben, c'est un petit peu compliqué de sortir de ces arrangements-là. Et donc, quand on revoit toute la profession, ça veut dire qu'on va revoir aussi tous ces arrangements-là. Et Ça puis, existe, ça il aussi. y a des bases quand même qui traînent, mais ça aussi, on est en 2020 et en 2048, je crois qu'on y sera encore si on continue. Il y a le JDREP qui s'est formé par rapport à la refonte du code de déontologie, qui a été refondu. Moi, ça me fait beaucoup sourire parce que, en fait, comme il n'a pas de reconnaissance juridique, j'ai envie de dire, moi, je reconnais la version du code que j'ai envie de reconnaître au final. Et puis, il y a le dispositif CEREDEPSI, qui sont 21 organisations qui existent depuis 2018 et qui a voulu prolonger cette histoire. Et donc, ces 21 organisations, elles ont voulu, si je le comprends bien, continuer cette histoire d'encadrement des pratiques de la déontologie en ne voulant pas d'ordre des psychologues. Et donc, on continue avec un code qui, finalement, moi, je ne reconnais pas forcément ce code-là, on ne m'a pas obligé de le signer. Donc, finalement, je suis encore rattaché à rien, tout le temps. Alors, c'est intéressant ce que tu évoques parce qu'effectivement, la question de l'ordre, ça ramène aussi à la question du code de déontologie. Parce que quand il y a un ordre, il y a aussi un code de déontologie qui est inscrit dans la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Et à partir du moment où il est inscrit dans la loi, il devient opposable, ce qui n'est pas aujourd'hui. Et donc, nous, on peut se référer à un code de déontologie. Néanmoins, si demain on a un problème, et ben, il n'est pas opposable. Voilà. Donc, Alors, on est au donc, tribunal seul et on dit, bah, moi j'ai suivi un code de déontologie, puis on dira, bah oui, mais en même temps, il n'y a il pas n'est de... pas trop mal fait quand même, ce code de déontologie, Comment? malgré tout. Il n'est pas mal fait du tout, Ah, hein, bah, ce code de il est assez bien déontologie. fait, évidemment. Je suis sûr qu'on peut donner des choses, mais moi, quand je l'ai lu, il m'a parlé, il est très bien. Mais ça ne reste qu'un bout de paplard, en fait, tout simplement. Non, ça reste aussi un cadre interne, une position éthique et déontologique de chaque professionnel. C'est-à-dire que déjà, si on exerce avec ce cadre-là interne, c'est déjà pas mal. Parce que la Voilà. différence, c'est que quand on est dans un hôpital, celui qui prend la responsabilité, c'est celui qui signe les papiers, qui a un ordre et qui a un code de déontologie, c'est le médecin, en fait. Donc après, on ne peut pas demander aussi à bouger une hiérarchie, s'il y en a une entre psychologue et médecin d'ailleurs, alors qu'à côté de ça, bah, on n'a pas les éléments pour pouvoir négocier, on n'a pas cette assise, en fait. Tu vois? Et Et je donc, voulais c'est relatif. En plus, ce n'est relatif qu'à ton cheminement personnel. Et donc, je suis un peu embarrassé parce que on court le risque d'aller à l'interprétation. Et puis surtout, c'est facile de dire, moi, je me réfère à un truc parce que de toute façon, j'ai même pas à le suivre spécialement puisqu'il est même pas opposable. Donc, la négociation, elle est quand même un peu facile, je trouve. Tu Mm. vois? Il est pas opposable, il n'est pas contradictoire. Je me pose la question de si jamais effectivement tu te retrouves en difficulté, comment tu es protégé dans le cadre de l'exercice de ta profession en Eh tant que ben, avec ta psychologue. Donc, responsabilité professionnelle que tu as payée avec ta mutuelle. Et puis, si tu vas voir le SNP, ils te diront, à juste titre, si vous n'êtes pas membre, on va peut-être pas vous aider, parce qu'il y a une protection, je crois, juridique au SNP. Enfin, il y avait ça à une époque, une assistance juridique en plus. Voilà, c'est tout. Et après, tu te débrouilles. Tu es tout seul, en fait. Tu te débrouilles. Oui, oui, mais il y a ben, plein je de trouve ça professions où c'est comme ça, hein, malgré tout. Comment? Il y a plein de professions où c'est comme ça. Hein. Oui, oui.
Il y a plein de protections, mais encore une fois, on a l'impression que tout est éparpillé, qu'il faut que tu fasses ton propre cheminement. Peut-être qu'on pourrait imaginer que la création d'un ordre pourrait centraliser tout ça, ou en tout cas, Ça permettrait ce d'avoir serait un des acte avocats, plus logique. qui soient payés. Alors évidemment, il y a la commission éthique déontologie de la FFPP, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas quelque chose que la majorité des psys ne connaissent pas, ce truc-là, en fait. Ils ne connaissent pas ce truc-là. La majorité, hein, je vous le dis clairement. Après, on peut discuter, on peut être entre professionnels qui sont connectés, mais la majorité ne le sait pas. Moi, je rêve que de ça, qu'on envoie des questionnaires à tous les psychologues français. Les résultats vont être drôles. Parce qu'en fait, on verra que ça ne concerne que des bulles de gens. Quand on est universitaire comme toi, Véronique, eh bien, forcément, on sait ça. Enfin, pas forcément, mais souvent, on sait. Mais le psychologue lambda, il ne sait pas ces trucs-là. Oui, Il ne sait alors. pas l'expérimentation des psys, il ne sait pas comment ça marche le SNP, il ne connaît pas la FFPP, il ne sait pas qu'il y a une commission d'éthique, il ne sait même pas la majorité du temps qu'il y a un deuxième code de déontologie qui a été révisé. Et souvent, il ne sait même pas tout le temps, mais souvent, il ne sait même pas que ce n'est pas opposable. Il ne sait pas tout ça. Et ça… Oui, mais alors, ça pour le coup, on réaccroche avec le parcours de formation initiale finalement, hein, parce que effectivement, si on reprend l'analogie des études de médecine, un certain nombre de choses y sont enseignées, notamment la pratique, et puis la pratique et la loi. Est-ce que c'est enseigné en fac de psychologie? Je pense que c'est très fac dépendant pour le coup. Je ne sais pas si c'est toujours enseigné dans les facs. Il est anormal, c'est grave. C'est grave. Alors, pour le coup, je ne sais pas si ça fait partie de la maquette du parcours. Je l'ignore complètement, donc je ne prendrai pas une position là-dessus. Dans les facs dans lesquelles j'interviens, en tout cas, au moins Paris 8, ça fait partie de l'enseignement. Et c'est important. Et ça fait souvent partie de l'enseignement, mais comme tu le dis, ça peut échapper. Dans l'Ordre des psychologues du Québec, il me semble qu'il y a 45 heures de formation à l'éthique et la déontologie. Donc forcément, toute université avec un cursus validé par l'Ordre, encore une fois constitué par les psychologues, toute université forcément fera cet enseignement. Il n'y a pas d'échappatoire en fait. Il y a une partie de la maquette qui est déjà écrite et point barre en fait. Tu vois ? Je voulais refaire un petit point aussi, excuse-moi, sur. Tu as parlé du TANFIR tout à l'heure, en disant que, en évoquant les deux questions qui sont assez récurrentes sur le TANFIR, mais il me semble qu'il y en a une troisième, c'est que quand le TANFIR parce que le fait qu'on est en TANFIR parce qu'on n'était pas SCPI, ça, c'est pas écrit nulle part. Ça, c'est ce qui a été dit. Il faut savoir que le TANFIR, maintenant, est à la bonne volonté du directeur d'hôpital, si je ne me trompe pas. Et ça, ça a été écrit. J'allais dire, pas systématique, c'est pas un droit. C'est pas un droit, c'est pas systématique et ça a été écrit maintenant. Non, le détail, il n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme ça que c'est dit. Mais ce que je voulais dire sur la création du TANFIR, il y a d'ailleurs un petit texte très intéressant, je crois que c'est à l'AFPP, quelqu'un qui a fait l'historique, qui est très bien fait d'ailleurs. Mais sur le TANFIR, au départ, et c'est hyper important pour ça, cette création-là, c'est aussi pour permettre une formation tout au long du parcours professionnel du psychologue. Et ça, c'est essentiel. Comment font les médecins? Est-ce que ce n'est pas finalement une réponse adaptée, on va dire, sur ce que tu dis? Évidemment, c'est super, on peut se former, on peut s'informer, on peut faire de la recherche. Mais est-ce que ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois, ce truc-là qui n'a plus cours? Comment font les médecins? Alors tu vas me dire, bah oui, mais c'est autre chose. Bah oui, mais peut-être qu'il faudrait revoir tout ce système-là. Parce que je te paye 1 400 €, mais je te dis que tu as le droit à une demi-journée ou une journée parce que tu m'agaces et tu n'arrêtes pas de m'envoyer des mails. Donc, je t'accorde ton TANFIR. J'ai envie de dire, on gratte 5 balles à la sortie du métro, là, quand même, non? Alors, tu as raison, c'est-à-dire que probablement que ce n'est plus un système qui est viable, probablement qu'il ne l'a jamais été en fait. Mais en tout cas, il a été pensé comme ça. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que notre profession a un besoin de formation tout au long de son parcours professionnel. Et ça, c'est essentiel. Et ça doit être inscrit quelque part. Obligatoirement dit par l'Ordre des psychologues du Québec. Obligation de formation. Et chez les médecins en France, c'est pareil. Oui, qui doit donc être indissociable du métier. Voilà.
Et si et pas aujourd'hui, on dépendant de la retire, volonté du directeur d'établissement dans lequel je travaille en ce moment. Non négociable. aujourd'hui, on retire le temps FIR, on retire aussi cette possibilité de formation, parce qu'à obtenir une formation en institution, c'est quand même pas facile aujourd'hui. Hein. Pour les psychologues, en tout cas, quand j'entends professionnels en supervision, ils disent combien ça devient très très compliqué d'obtenir un temps de formation voilà, financé par l'institution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut inscrire dans le champ de la profession. Et puis, ce que tu évoquais au tout début, c'était les pratiques. On revient, il me semble, quelque chose qu'on avait déjà abordé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on définisse le champ de nos pratiques. Mmh. Voilà, Encore, et ça, c'est ordre des effectivement… psychologues, on définit les pratiques, on définit clairement ce qu'on est censé faire, qu'est-ce que c'est que l'usurpation du titre, quelles sont les activités réservées aux psychologues, c'est l'évaluation des troubles mentaux et neuropsychologiques et la psychothérapie. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, et comment on se place à côté des différentes formations, différentes autres professions, criminologue, sexologue, infirmier, médecin. Tout est écrit noir sur blanc et ça n'est pas lié à l'éthique personnelle ou à l'interprétation d'un groupement de personnes. Et moi, je me dis, c'est peut-être un peu con, mais à un moment donné, je pense que c'est bien quand les choses sont écrites, une bonne fois pour toutes, et qu'elles conviennent à tout le monde. Tu vois ? Mais je crois que ça ne sera pas si simple que ça, parce que, alors je ne sais pas du tout comment ça se passe au Québec pour le coup, mais je te rappelle qu'en France, le titre de psychothérapeute, il n'est pas du tout réservé aux psychologues, et notamment les médecins généralistes y ont accès. Ce sont des pratiques partagées dont parlent les psychologues. Des pratiques partagées, c'est-à-dire qu'on peut, ensemble, médecins et psychologues sont les deux qui peuvent pratiquer la psychothérapie et des exceptions que les psychologues encadrent. Voilà. Alors c'est intéressant ça, parce que quand même, aujourd'hui, un certain nombre de médecins disent franchement faire de la psychothérapie, donc voir des patients une fois par semaine pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois plus, au titre de la psychothérapie. Il faut quand même payer une consultation médicale classique. Remboursé par la Sécu. Et voilà. Et on sait, par ailleurs, je le corrèle avec autre chose, c'est que notamment il y avait une étude anglaise qui était très intéressante sur le sujet, que les médecins généralistes n'orientent pas vers les psychologues. Donc, quand on corrèle ces deux données-là, moi, je me pose la question vraiment de savoir si aujourd'hui, définir notre champ de pratique, ça sera facile. Et oui, et j'ai envie de dire, il me semble que, donc on va se prendre la tête encore pendant une trentaine d'années, les psys, mais au-delà de ça, c'est aussi la question de la santé, parce qu'évidemment, au fil des interviews, à peu près tout le monde me dit qu'il est professionnel de la santé, et que la santé, ce n'est pas uniquement la santé médicale, et que le soin, ce n'est pas forcément poser un cathéter ou retirer un organe défaillant. Donc, je pense que c'est la question du soin d'une manière plus large et de la définition de la santé. Donc, je pense que les psychologues ont quelque chose à clarifier à cet endroit-là aussi, d'une certaine manière. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rater, j'ai envie de dire, quelque chose sur le plan social qui aura une valeur, quoi, qui est de dire qu'on ne s'occupe pas simplement de corps, mais aussi de patients et d'êtres humains. Parce que les psychologues ne sont pas les grands absents, finalement. Et puis, le fait que ce ne soit pas au Ségur, c'est une bonne chose. Je pense qu'il aurait fallu se saisir de ça, plutôt que de demander des sous en plus, d'expliquer ce que ça veut dire accompagner quelqu'un. Mon chat se joint à nous. Voilà. Il s'en fout. Ça le fatigue, ce genre de débat, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je me dis que finalement, les psychologues ont peut-être une carte à jouer, en fait, à cet endroit-là. Bah, certainement qu'ils ont une carte à jouer. Moi, je me pose la question de pourquoi on ne la joue pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? On parle de défaut de communication, on parle de manque d'information. Pour moi, c'est de l'impuissance acquise. C'est-à-dire que tu fais un truc, ça ne prend pas. Le voisin, il fait un truc, ça ne prend pas. Tu as une initiative dans le Poitou, à Perpignan, en Alsace. Et à chaque fois, c'est fatigant puisqu'il faut porter quelque chose, puis ça ne tient pas. Et puis la FFPP dit un truc, et puis après le SNP, puis après la CGT Santé, et puis après tel truc. Et je me dis que tout ça, finalement, on ne peut pas construire, en fait. On fait des morceaux partout. Et que quand tu te retrouves tout seul dans un collège de psy à 10 et que ça ne prend pas, eh ben, tu ne peux pas faire ça toute ta carrière, en fait. Les psychologues ont des limites, en fait. Et si ça ne prend jamais corps, si ça n'est pas incarné à un moment donné, s'il n'y a pas un rassemblement de gens, ça ne sert à rien. C'est comme une manifestation à 10 personnes. Tu ne vas pas la faire pendant 6 mois.
Tu n'iras pas tous les week-ends faire une manif à 10, quoi. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est ce truc-là qu'il faut travailler au départ. Ordre ou pas ordre, c'est plus tant la question, mais je crois que l'ordre est la seule solution pour que tout le monde soit concerné, que ce soit par un vote blanc, que ce soit en supprimant l'email envoyé par l'ordre, mais au moins on sait ce qui se passe et on pousse à la responsabilité. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un idéal, mais je me dis encore une fois que ce n'est pas une commande à laquelle on répond, c'est quelque chose qui pourrait répondre à notre propre besoin, à notre propre profession. Oui, mais moi, je suis assez d'accord, mais pour arriver à ça, à un moment donné, bah, faut peut-être arrêter de se poser la question. Il faut le mettre en place, point. Parce qu'en discuter, le temps de se rassembler, de réfléchir, de faire des groupes dans les groupes, des sous-groupes, des sous-groupes, des machins. Ouais, à un moment donné, voilà, c'est bien de parler, super. Mais dans ces cas-là, allons-y. Ça démarre où, comment et avec qui? Exactement. Mais on ressortira la vidéo en 2040 et on verra si j'ai eu raison. J'espère que j'ai tort. On a perdu une des deux Véronique, hein, quand même. Non, mais ce que vous dites résonne. Évidemment qu'on aurait envie de sortir de cette impuissance parce qu'elle devient vraiment insupportable au bout d'un moment, psychiquement et même physiquement, elle devient insupportable, cette impuissance. Et puis qu'elle nous fait vivre de plus en plus souvent des expériences extrêmement pénibles dans les institutions. En plus. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, en libéral, finalement, on est assez tranquille, j'ai envie de dire. Mais dans les institutions aujourd'hui, enfin, ce week-end, j'étais en séminaire et je discutais avec quelqu'un qui travaille en pédopsie, sur une équipe qui fonctionne depuis longtemps, ça fonctionne bien. Enfin, c'est en Aquitaine, je vous rappelle qu'en Aquitaine, là, les ARS ont décidé de manière assez brutale de changer tous les CNPP en plateforme d'évaluation neurodéveloppementale. Et c'est incroyable, enfin, ce qu'elle décrit même dans la forme et dans le fond, en fait. Hein. Et de dire, mais... En s'améliorant, quoi. Ça va pas en s'améliorant, donc qu'est-ce qu'on fait? On passe tous en libéral à un moment donné pour sauver sa peau? Mais tu te rends compte quand même qu'on est tous, à peu près tous d'accord sur tout. Hein. Je veux dire, mais même, oui, même pour ça, à un moment donné, ça sert à quoi? Je ne suis pas d'accord. On n'est pas tous d'accord sur ça. C'est pas vrai. Sur les bases du travail, tout le monde sait qu'on doit être formé, tout le monde sait qu'on doit faire une meilleure formation en éthique, tout le monde sait qu'il faut des stages, tout le monde sait que la psychothérapie, ça ne s'improvise pas. Tout le monde sait qu'on s'occupe de la santé, tout le monde sait qu'il faut qu'on se forme. Tout le monde est d'accord sur ces trucs-là, en fait. Tu vois? Alors après, évidemment, après la finalité, comment ça doit s'incarner et les peurs ne sont pas les mêmes. Certains ont moins peur, d'autres devraient avoir peur, justement, et puis d'autres devraient un peu se détendre. Mais on est d'accord sur la base à chaque fois. Tout le monde n'est pas d'accord pour être professionnel de santé en tant que psychologue. Ah oui, mais ça, c'est une autre question, satellite. Mais on peut dire... Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, mais ça reste... Mais tout le monde est d'accord pour être psychologue à la base. Tout le monde est d'accord pour être psychologue, je ne sais pas. Alors, il y a un problème. C'est peut-être là le problème. Et peut-être aussi que c'est important de poser la question, est-ce que être psychologue, c'est être psychothérapeute, par exemple? Oui, mais ça peut être... Mais tout le monde n'est pas psychothérapeute. J'ai des collègues neuropsy ou psy du travail qui vont encore moins se sentir à l'aise. J'ai des collègues qui sortent de formation qui vont se sentir à l'aise et qui devraient aller se former un peu aussi. Tout ça est à relativiser. Mais je veux dire, c'est des éléments à simplement écrire, décrire, noter. Regarde, on a réussi quand même à avoir 21 associations de psy qui sont d'accord sur un code de déontologie, quoi. Et c'est quand même pas rien, un code de déontologie. Donc merde, on a quand même réussi à un moment donné à être d'accord. Enfin, moi j'y étais pas, mais ces 21 associations ont quand même réussi à être d'accord sur un texte, quoi. Donc, je veux dire, il y a des bases qui sont évidentes. Après, on monte et puis il y a des sujets qui sont un peu plus compliqués à expliquer, à élaborer, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas complètement si différent que ça, en fait. Mais bien sûr, si tu veux dire que c'est possible, bien sûr que c'est possible. Pour moi aussi, c'est une évidence. Bien sûr que c'est possible. La question, c'est comment on sort de nos entraves aujourd'hui, qu'elles soient internes ou externes. Enfin,
j'en ai parlé dans une autre interview qui ne sera pas publiée tout de suite, mais voilà, comment on sort de ces entraves acquises, apprises même parfois dans notre cursus de formation, acquises aussi au sein des institutions, et puis complètement intégrées parfois, parce que voilà, c'est devenu aussi, ça fait aussi partie de notre architecture professionnelle, ou de notre surmoi professionnel même plutôt. Et ben, comment on en sort, ça c'est une autre paire de manches. Voilà. Et effectivement, probablement que la première façon, en tout cas celle qui me paraît la plus évidente, parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien dans mon métier, c'est quand la parole circule. Ce qui est le propre de ce que tu proposes aujourd'hui, Maximilien. Quand cette parole circule et que les gens, ça commence, enfin les psychologues, c'est pas les gens, les psychologues s'aperçoivent que finalement, beaucoup de sujets les interpellent et en tout cas avec lesquels ils peuvent être d'accord. C'est peut-être par là que ça commence à faire bouger le socle professionnel de chacun et collectif. Il me semble que ça, c'est vraiment important. Après, ce serait quoi next step, quoi? Ce serait quoi la prochaine étape? Oui, mais ça veut dire que d'une certaine manière, le pourquoi que beaucoup de psychologues me lancent, ça va un temps, ça va 5 minutes, mais on peut aussi se demander comment et puis continuer à réfléchir en faisant des trucs. Hein. On peut être un peu pragmatique en continuant à réfléchir. Hein. Le pragmatisme, c'est pas la vertu de l'idiot non plus. Mais voilà, je pense qu'il y a des points sur lesquels on est en accord. Quand les gens me font des retours sur les interviews, personnellement, ils viennent m'en parler, c'est toujours la même chose. Je me retrouve là-dedans, ça m'a évoqué ça, moi aussi je me suis vu là-dedans. Et en plus, on me relève très peu les différences. Et c'est quand même dingue, c'est qu'à chaque fois que les gens font un partage finalement d'expérience, eh bien, il y a plein de psychologues cachés devant leur ordinateur qui regardent et qui me disent « Ah ouais, mais il se passe quelque chose, je me suis retrouvé là-dedans ». Donc, moi, je pense que le fait de faire circuler la parole, donc c'est peut-être ma tradition systémique, mais qui me dit que l'information est le pouvoir d'une certaine manière et qu'il va falloir déjà moi, je vais continuer ces débats-là, je vais continuer ces interviews, mais il va falloir aller un peu plus loin parce qu'encore une fois, ça commence à m'agacer de voir qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord sur des bases. Il y a des points qui sont compliqués, évidemment, hein, mais je veux dire, si tout était naturel, on ne se poserait pas ces questions-là, on n'en serait pas là et il y aurait déjà peut-être un ordre ou autre chose, rien du tout, mais il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'entendre à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'on a différents points de vue qu'on ne va pas pouvoir trouver une base de consensus. Mais il va bien falloir commencer à un moment donné, hein, parce que faire de la philo devant un chantier qui ne commence pas, les ouvriers, il faut qu'ils commencent à un moment donné à vérifier leurs cartes et à ramener un peu le matériel, quoi. Mais peut-être que la jeune génération, enfin c'est terrible de dire ça, mais peut-être que la jeune génération qui a un petit peu moins justement d'entraves sera aidante pour le coup. Et c'est parce qu'elle est jeune ou c'est parce qu'il n'y a plus rien à se foutre sous la dent? Parce que tu vois, Mais les deux, mais les deux. Parce que moi, il y a certains psychologues qui sont plus âgés que moi, bon, bah, ils sont fonctionnaires et puis ils ont leur temps FIR. Et puis moi, j'arrivais à l'hôpital, j'avais pas de temps FIR. J'avais qu'un CDD merdeux de quelques semaines ou quelques mois, jusqu'à 3 semaines, je crois que je vous l'avais dit. Donc, j'avais plus rien. Je l'ai dit, le collège était fermé juste pour ceux qui étaient titulaires. Et donc, je me dis, à un moment donné, on a tellement plus rien à bouffer qu'on va être obligé de se révolter, quoi. Malheureusement, en fait. C'est ça qui est dérangeant. Ou d'accepter ce qu'on nous propose, c'est-à-dire des consultes à 20 balles parce qu'il faut bouffer à la fin du mois, parce que une des réalités aussi, c'est que je suis navrée de le dire comme ça aussi brutalement, c'est qu'on forme trop de psychologues. Pourquoi on forme trop de psychologues d'ailleurs? Parce que moi, la seule explication que m'a donné un responsable du FR, c'est que ça faisait du fric. À qui? À l'université, apparemment. Moi, je sais pas ce qui. Moi, c'est la seule fois de ma vie où on m'a donné une explication. Comment ça se fait? Ça fait des postes. Mais donc, ça fait des postes. oui, mais on fait quoi avec ça? Comment ça se fait? Je sais pas. De Véronique, il y a bien une Véronique qui a une hypothèse. Véronique, alors moi, moins loin que... Je ne dirais pas ce qui me traverse là, mais je le pense. Hein, l'inconscient d'inconscient, ça doit fonctionner. Si on s'insulte, ça fera plus de vues, donc n'hésite pas. Mais pourquoi on en forme autant? Pourquoi on en forme autant? Pourquoi? Bonne question. Si l'ordre, il aurait quelque chose à dire, à penser, je pense qu'on est suffisamment d'intello pour pouvoir réfléchir à toutes ces questions-là, à un moment donné, dire bon, bah voilà, raisonnablement, on va faire ça.
Je pense qu'à un moment donné, ça se justifiait, c'est-à-dire qu'il fallait doter les institutions et même le libéral de professionnels spécialisés dans le soin psy, et ce sont les psychologues. On a formé parce que vraiment, il y avait des besoins. Aujourd'hui, la Quand population… tu arrives à l'hôpital, il n'y a plus de poste, quoi. Donc, il n'y a plus rien. Oui, mais parce que j'ai vu passer ça, je crois que c'est sur le site de la FPP d'ailleurs, dans un des fédérés de la FPP. C'était des données anciennes, en 2010, mais 35% de la population a moins de 35 ans et puis 35% entre 35 et 50 ans. Donc, on a quand même une population qui est relativement jeune. Les postes, ils ne vont pas se renouveler. On a à peu près doté toutes les institutions à quelque chose près. Il y aurait probablement encore des créations à faire. Mais là, on est quand même arrivé à des belles dotations. Et aujourd'hui, le renouvellement de la profession, ce n'est pas pour tout de suite. Les psychologues ne vont pas partir tout de suite à la retraite. Quand 70% de la population n'est pas en âge de retraite. Donc, il n'y a pas de poste disponible, quoi. Et pour autant, on continue d'enfermer autant. Je discutais la semaine dernière avec un enseignant d'une université et il me disait qu'ils avaient 2000 étudiants en première année. C'est exactement les mêmes chiffres quand moi je suis rentrée en première année dans fin des années 80. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en première année de psy, ça ne veut pas dire qu'ils sortent psychologues évidemment, mais en première année, il y a autant d'étudiants dans les années 80 qu'aujourd'hui. Ça prend quel sens? Oui, alors on sait très bien que les places en master sont limitées. Oui, mais même si on en sort encore beaucoup. On sait très bien que c'est un système d'entonnoir. À un moment donné, je me demande qui prend la décision de mettre autant de places à disposition dans les universités pour sortir des psychologues et qui a la responsabilité de signaler qu'à un moment donné, la réalité du marché, on va dire ça, elle est saturée et qu'on ne peut plus. Pour faire ça à l'EPP, École de Psychoprate et au Québec, ça n'arrive pas ce genre de truc. Oui, donc ça veut dire que concrètement, tant qu'on n'aura pas d'ordre, on sortira encore plein de jeunes psychologues qui, à la sortie, avec leur diplôme en poche, trouveront que des petits bouts, des temps partiels, feront du bricolage ou alors seront obligés de faire autre chose pour gagner leur vie. Mais on pourrait aussi inventer le fait que tous les psychologues ne soient pas… Enfin, on n'invente pas, d'ailleurs, ça existe déjà, mais être psychologue, c'est pour ça qu'il faut faire une distinction, ça ne veut pas dire être psychothérapeute. Dans un parcours de formation, on pourrait imaginer quand même qu'on puisse former des psychologues qui ne vont pas être psychothérapeutes, qui peuvent être embauchés sur des tas d'autres sujets, et puis un autre parcours, parce qu'aujourd'hui, il va falloir commencer à parler en termes de parcours, des psychologues qui seraient psychologues et psychothérapeutes. C'est tout à fait comme ça qu'on a… Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense le doctorat d'exercice, s'il pouvait se profiler enfin, quoi. Il nous reste 1 minute, apparemment. Au revoir. J'ai voulu prévenant pour que tu… Bon, je me suis mal pris. Désolé. Mais je rigole. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Non, mais c'est difficile de conclure parce qu'en fait, on ne peut pas conclure. Me dit le prochain débat avec d'autres parce que là, nous, on a peut-être un peu épuisé nos réflexions et que ça serait bien que d'autres prennent la suite pour… Je les attends. On veut voir les moyens dont on dispose aujourd'hui pour mettre en place ça. Moi, je questionne ça. Quels sont les moyens aujourd'hui qu'on a pour demain, ça existe. Très bien. Ça me paraît être une bonne conclusion. On passe du pourquoi au comment tout doucement. Donc, moi, ça me convient. Merci les Véroniques, vraiment. Vous avez eu le courage à 2 reprises d'ouvrir la brèche, de montrer comment on peut faire. Et puis, j'attends des gens, quoi. J'attends des gens pour venir me dire qu'on a oublié des trucs et qu'il faut en parler. Parce que de toute façon, on n'a pas la science infuse à 3. On ne pourra pas régler toutes les questions du monde. Donc, il va falloir du monde et que ça tourne un petit peu, sans problème. Merci beaucoup, toutes les deux. Salut. Merci. Vous êtes dans l'histoire. C'est vous qui avez commencé les débats, n'oubliez jamais. Et encore des femmes.
J'aimerais bien qu'il y ait des hommes un petit peu courageux qui viennent aussi. Véronique, il n'y a pas de problème. Comment, les Véroniques quoi? Tout commence par des Véroniques. Ouais, on est en train de réécrire la Bible. Voilà. Au commencement, Véronique. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais. Salut.